aborder les choses. Ton micro est coupé, pardon, parce que du excuse-moi. Ah oui, oui, du coup, on m'a coupé la chic. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, Fadi Viozo, je suis PH en maladies infectieuses au CHU et je fais partie du groupe recommandation de la SPILF. Et donc à ce titre, j'ai participé, sur la RFE, sur la mise à jour de la RFE, pour l'antibioprophylaxie, chirurgicale, qui est une recommandation SFAR, hein. Donc c'est la SFAR qui a piloté. Vous le verrez effectivement, il y a un chapeau, général qui a été, rédigé par, les coordonnateurs, de la recommandation et puis ensuite, ça se décline, spécialité par spécialité avec, les recommandations pour l'adulte et les recommandations, pédiatriques, qui ont été faites dans un deuxième temps à partir des recommandations de l'adulte. Alors effectivement aujourd'hui, moi, je vais surtout vous parler on va pouvoir discuter des généralités, mais je rentrerai pas, Gwenaëlle l'a dit, dans, spécialité par spécialité. D'abord parce que, je les connais pas, toutes, par cœur. Moi, j'ai participé au groupe, cardiovasculaire, donc voilà, il y a quelques discussions pour lesquelles, on a pu échanger et ça, je pourrais, voilà, s'il y a des gens intéressés sur cette thématique spécifique, ça, je peux à peu près répondre. Mais pour le reste, il y a beaucoup de choses qui ont été, modifiées par les groupes, enfin modifiées par les groupes. Ce qu'il faut bien voir, hein, je vous le redirai au cours de la présentation, c'est que, il y avait un avis d'expert, qui était, sur la précédente, version et il y a des sujets sur lesquels, entre, ce premier avis d'expert et maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution de la littérature. Et donc il y a des changements qui sont liés à un nouvel avis d'expert, avec des experts différents, mais qui sont pas forcément en lien avec, de la littérature, nouvelle. Alors vous le verrez quand même, hein, une des grosses modifications, sur, la méthodologie, de la recommandation, c'est qu'ils ont essayé quand même d'avoir un argumentaire, sur la littérature avec la méthode GRADE, qui est une méthode de cotation de la littérature qui a, voilà, des avantages et des inconvénients, on va y revenir. Mais les argumentaires seront normalement disponibles dans les recommandations spécialité par spécialité, qui vont sortir, hein. Donc là, il y a un premier tableau, assez général, enfin des premières recommandations assez générales, mais les argumentaires seront également disponibles, avec notamment la cotation des études qui ont donné lieu à éventuellement un avis d'expert et cetera. Voilà, donc je vais partager mon écran pour vous montrer le début. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien tout? Parfaitement bien. Parfait. Alors c'est pas mes diatos ce sont pas mes diapositives, c'est les diapositives de, Rémi Gozit qui était le représentant, SPILF, du groupe de trio de coordination, pour, cette RFE et c'est une grosse partie des diapositives qui ont été présentées en congrès en fait, en fin d'année dernière, hein. Donc voilà, ça ne ce n'est pas mes diapositives. Donc je vous le disais, c'est une, RFE donc avec une collaboration SFAR-SPILF, mais qui était portée par la, SFAR et on va le voir, c'était en association avec les sociétés savantes, notamment de chirurgie et de médecine interventionnelle. Vous aviez 2 coordonnateurs qui pour la SFAR, qui sont Marc Carnier et Marc Léon et un coordonnateur pour la SPILF, donc qui est Rémi Gozit. Avec un texte, le chapeau introductif, hein, qu'on va surtout détailler aujourd'hui, qui a été rédigé et argumenté par, ce trio de coordination. Alors pourquoi, actualisation, des recommandations? Eh ben, c'est, bon, il y a pas mal d'arguments. Le premier argument, c'est qu'il y a une modification des pratiques chirurgicales et surtout interventionnelles avec, des nouveaux actes, des techniques abandonnées, un déploiement quand même, de notamment de la chirurgie interventionnelle dans certaines spécialités. Il manquait des choses dans la première, enfin la version d'avant et quand elle est sortie, il y a beaucoup eu de retours en disant: «Il manque ce type d'intervention, il manque cette technique spécifique sur cette intervention».
Il y a bien sûr des choses qui sont sorties, dans la littérature et puis à nouveau, ce qui manquait, un des choses qui manquaient, c'était d'avoir accès aux argumentaires avec, des tableaux, des études, sur quoi finalement l'avis d'experts reposait, sur ces dernières recommandations. Donc c'est vraiment à ça qu'ils se sont, attachés, pour, la version actuelle. Donc voilà, Rémi Mettet, en fait, c'est pas une actualisation, c'est une refonte, hein. On est reparti du document précédent avec normalement juste une actualisation de la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu normalement on va refaire la littérature des années 90, et des années 2000 sur, quelle antibioprophylaxie. On va repartir de l'existant. Donc 3 champs, c'est ce que je vous disais. Des recommandations générales, c'est le chapeau introductif, rédigé par le trio de coordination, les tableaux adultes et les tableaux pédiatriques. Il faut bien voir aussi que les recommandations d'antibioprophylaxie, hein, ça s'adresse à tout le monde, mais ça s'adresse surtout aux, entre guillemets, «au plus grand nombre» et donc, il y a parfois des difficultés d'adaptation éventuellement pour, en particulier, ça peut être des circuits hospitaliers, mais c'est fait pour que ça colle avec les pratiques à l'hôpital, en clinique, hein, qui sont des gros pourvoyeurs de chirurgie programmée. Voilà, donc qui correspondent pas parfois pas tout à fait à nos activités, hospitalières. Alors 2 points hors champ de la reco complètement. La première, c'est, les antibioprophylaxies dans le cadre de la prévention de l'endocardite infectieuse sur les cardiopathies à risque. Ça a été un choix parce que c'est des recommandations qui, sont déjà traitées ailleurs et qui sont en cours de mise à jour, par, la PUI, donc par les sociétés de cardiologie et par la SPILF, avec un rendu attendu, courant 2024, peut-être 2025 et donc volontairement, ça a été sorti du champ de la recommandation et puis il y a le gros, gros, gros sujet de l'allergie. Notamment, l'exploration d'une allergie à la pénicilline, parce que c'est essentiellement ça, sur la consultation d'anesthésie et sur les modifications d'antibioprophylaxie qui en découlent. Pourquoi? Parce que c'est en cours avec, plusieurs sociétés qui sont sur le coup, en fait. Il y a le l'ASFAR qui va faire un gros document sur tout ce qui est, notamment allergie aux anesthésiants et cetera. Donc, la il ça va comprendre un module, antibiotiques, antibioprophylaxie et cetera et puis la Société française d'allergologie et puis il y a pas mal d'algorithmes de décision, qui sont sortis assez récemment, notamment en Europe, et qui vont permettre de désétiqueter assez facilement. Mais tout ça, c'est des choses qui sont en cours de, structuration. Donc volontairement, ça a été sorti du champ de la reco, mais ce qu'il faut retenir et le message à donner quand même, pour nos anesthésistes et chirurgiens, c'est que, quand on utilise une alternative, à l'antibioprophylaxie, princeps, pour, une allergie, le plus souvent c'est garant, enfin ça se traduit par une moins bonne efficacité avec une augmentation significative du nombre d'ISO et une augmentation, du taux d'effet indésirable. Donc il y a un vrai enjeu sur bien identifier les patients pour bien proposer une alternative que quand on n'a pas le choix, mais qui va être vraiment structurée par ces textes à venir. Alors, ça a été un gros, gros, gros machin, la RFE. Bon, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, dans ma chair, qui ne s'en remet pas encore, avec un comité de pilotage, donc je vous ai dit, SPILF-SPHAR et ensuite il y avait 10 comités de pilotage sur les sociétés, enfin par spécialité, qui, avaient, bien à faire avec les, différentes sociétés savantes, avec des experts de chaque société qui ont été intégrés dans les groupes de travail par spécialité. Donc vous voyez 24 sociétés savantes sollicitées, 167 experts au final, hein. On a été des groupes de entre une quinzaine à peu près. 18 mois de travail, donc bon, ils se sont amusés à compter plus de 1 500 heures de travail, 45 visioconférences et un groupe de relecture avec, les comités, chargés des recommandations de chaque société, notamment la SFAR, la SPILF, la mission SPICMI, de départ et puis le conseil scientifique de la SF2H pour la partie hygiène.
Donc le message, c'est que normalement toutes les sociétés savantes ont participé, ont rendu des experts, dont, certaines sociétés qui actuellement, râlent un peu avec la RFE notamment, hein, la Sofcote, pour l'orthopédie, mais qui a bien, fourni des experts sur le chapitre, sur ce chapitre spécifique. Donc c'est toujours pareil, hein, c'était quand même des gros machins, ces mises à jour, ces mises à jour d'une recommandation aussi lourde que ça et il y a, parfois, on va dire, toujours le côté, on a des experts différents, on va faire, un peu différemment. Voilà, il y a une part quand même à la c'est ça peut être critiquable sur la méthodologie, mais en tout cas, ils ont essayé de se mettre dans les règles de l'art pour essayer d'obtenir un consensus entre sociétés. Alors la méthodologie, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la méthodologie GRADE. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelques rappels en gros, c'est une manière d'analyser, de coter, de grader la force de la publication. Donc on la cote, positivement en fonction de est-ce que c'est, robuste, c'est une méta-analyse, c'est des essais contrôlés, randomisés et on la décote si c'est, pas randomisé, si c'est pas en double aveugle, si voilà, si ça respecte, pas des règles, strictes méthodologiques, hein. On décote en fonction des biais, biais de sélection, biais de recrutement et cetera. Quand on n'avait pas de littérature robuste, on était censé se tourner vers des cohortes de patients. Hein, il y a quand même beaucoup d'études de cohortes, pour, ce type de sujet, avec, soit des cohortes prospectives ou rétrospectives, mais avec un gros effectif, au moins 100 patients. Hem La difficulté, c'était notamment pour les, nouvelles chirurgies interventionnelles où on n'avait pas beaucoup de littérature puisque c'est relativement récent. Voilà, ça a été fait à partir de l'existant, mais parfois il y a aussi, l'expérience des centres, hein, qui a été, un des argumentaires. Et donc on s'est focus normalement sur la littérature qui a été publiée depuis la, version précédente, en langue française, en langue anglaise, qui traitait de l'antibioprophylaxie sur ces sujets et donc cette littérature a été cotée selon la méthode GRADE, hein, et c'est ce qui va apparaître, vous allez voir, dans les, tableaux, d'argumentaire quand ils seront disponibles. Alors 1re, recommandation, c'est sur le timing de l'administration de l'antibioprophylaxie et ça change un petit peu. Donc la première recommandation, il est recommandé d'administrer l'antibioprophylaxie par céphalosporine ou ses alternatives en cas d'allergie, hors vancomycine, hein. Donc on est vraiment sur de la céphalosporine ou ses alternatives, mais hors vanco. Au plus tôt 60 minutes avant, au plus tard avant l'incision chirurgicale ou début de la procédure interventionnelle pour diminuer l'incidence du site opératoire. Et donc là, on fait tomber un peu les dogmes, il faut absolument qu'on respecte un délai, pour que l'antibiotique soit passé, avant, l'incision, hein. Donc et vous voyez, c'est un grade 1, ça veut dire que c'est un accord fort, ça veut dire que ça repose sur de la littérature robuste. Donc, ça va se présenter comme ça, en fait, les tableaux d'argumentaire. Là, je vous montre un exemple. En fait, vous voyez, la première, c'est une méta-analyse de Jong, là, de 2017 et sur l'extrémité droite de la diapositive, vous allez avoir le grade et quand c'est un grade low, c'est un faible, niveau de preuve. Ça veut dire que ça a probablement été dégradé, hein. C'est une méta-analyse, donc c'est robuste, mais ça a été, décoté, par des biais, probablement par des biais internes ou externes. Et puis, voilà, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que quand vous administrez l'antibiotique après l'incision, ça a pas l'air terrible, hein, donc on est en orange ou en rouge, pour la prévention, des, ISO. Quand vous êtes avant 60 minutes, globalement, vous êtes parfois en vert, mais le plus souvent en orange ou en rouge et donc la fourchette qui a été retenue avec le plus de,
de preuve scientifique, c'est le 0,60 minutes, avec, vous voyez, la plupart des papiers qui sont les papiers les plus récents, hein, 2000, notamment les 3 derniers de 2021, qui montrent que, avec bon, voilà, des niveaux de preuve, hein, qui peuvent être discutables, hein, parce que vous voyez que c'est, very low, mais vous avez celle de Weber de 2017 qui est le plus haut niveau de preuve, qui va aussi être en vert pour le, 0,60 minutes. Donc c'est cette analyse-là de la littérature qui a conduit à modifier les pratiques et à bien permettre antibioprophylaxie par céphalosporine ou alternative hors vanco au plus tôt 60 minutes et au plus tard, avant l'incision, chirurgicale, au début de la procédure interventionnelle. Donc voilà, donc ça va toujours se présenter comme ça, les types, le type d'argumentaire. Voilà, donc je vous disais, c'est celle qui a, entre guillemets, «emporté le morceau». C'est celle de Weber de, 2017, qui a un haut niveau de preuve avec la méthode GRADE. Vous avez aussi, à l'inverse, des études, heu comment dire? Qui ont pris la problématique à l'inverse. Vous avez donc cette étude, elle était bien faite. Vous voyez? En fait, dans l'argumentaire, on a regardé le 0,60 minutes, mais ils ont regardé aussi que finalement, si vous faisiez à plus que ça n'avait pas d'incidence, ça n'avait pas d'incidence. Donc c'est ce que dit cette diapositive enfin cette analyse d'étude de Weber. C'est pour ça que vous êtes en vert sur le 0,60 minutes. Il n'y avait pas de différence significative, quand vous étiez, sur ce délai-là. Notamment avec le fameux délai de 0,30 minutes avant, l'incision. Il n'y avait pas de modification de l'incidence, des infections du site opératoire. Alors, comment dire? Les précisions, qui sont apportées par le texte, c'est de dire qu'il faut bien sûr qu'il y ait une certitude d'administration avant l'incision. Ça, par contre, il faut qu'il y ait la certitude que l'antibiotique, donc soit passé. Si, ça permet aussi, s'il y a une réaction, allergique, de ne pas, entre guillemets, «mélanger», réaction allergique, à l'antibiotique et aux vasoplégies, enfin aux drogues, liées à l'anesthésie, et c'est plus facile pour déterminer l'imputabilité des bêta-lactamines. Donc ça, c'est des petits arguments pour également, justifier, ce délai. C'est pas tout à fait ce qui nous intéresse, au quotidien. Alors, deuxième recommandation sur ce chapeau introductif qui change un peu les pratiques. On était quand même très, 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 très embêtés, c'est un peu toujours le cas avec la vancomycine, avec les modalités d'administration de la vancomycine. Et donc, 2e recommandation et deuxième gros changement, c'est pour l'utilisation de la vancomycine en antibioprophylaxie. Et ben, les experts suggèrent plutôt de débuter l'administration intraveineuse sur 60 minutes hors patient obèse, au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard 30 minutes avant l'incision chirurgicale ou le début de la procédure pour diminuer l'incidence des infections du site opératoire. Donc l'idée, c'est d'essayer de diminuer, les problèmes d'organisation liés à cette perfusion, de vancomycine. On a sur le terrain, il y a quand même beaucoup de remontées pour dire que c'est quasiment impossible enfin, c'est pas quasiment impossible, mais ça demande beaucoup de logistique de brancher la vancomycine, suffisamment tôt, dans ce laps de temps pour que ce soit suffisamment efficace. Et donc, il y a un certain nombre, on va le voir, de données de la littérature qui sont pour ce schéma qui va permettre de nous alléger un petit peu les choses. Donc il y a plusieurs choses. Il y a 6 études de cohorte, donc c'est des grosses études de cohorte, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il y a 3 études avec un début, plus de 60 minutes versus moins de 60 minutes, et vous voyez que s'il y a, plus de 60 minutes, il y a de la surincidence d'ISO, et puis il y a quelques études sur de l'intervalle 0-60 minutes, enfin 60-0 minutes, si on parle en cinétique. Il y a notamment, cette étude de 2020, qui globalement, montre assez bien que si on a un début moins de, 25 minutes avant l'incisio, là, on est à sur-risque d'ISO, et donc c'est pour ça qu'ils ont gardé le 30 minutes, au plus tard 30 minutes avant l'incision chirurgicale pour l'administration de la vancomycine. Donc,
Globalement, au total, on débute l'avant-coup entre 60 et 30 minutes avant l'incision. C'est compatible avec une perfusion en 60 minutes chez le non-obèse, donc l'idéal, c'est de commencer, 60 minutes avant et de la faire couler. Ils ont rappelé qu'il était possible que la dilution maximale possible, 5 milligrammes/kilo, éventuellement associée à des antihistaminiques pour essayer de diminuer les complications locales et le risque de flush, hein, de Redman syndrome, quand on perfusait des grosses doses de vancomycine rapidement, hein. Donc voilà, ils ont essayé de clarifier quand même les, modalités d'utilisation de la vancomycine qui reste un antibiotique, pas super facile à utiliser en, antibioprophylaxie dans des conditions logistiques, correctes. En ce qui concerne la réinjection, donc c'est la troisième recommandation. Ils ont, recommandé de réadministrer une à plusieurs doses péropératoires en cas de prolongation de la chirurgie ou de l'acte interventionnel. Donc c'est toujours un grade 1 à corps fort. Et il est recommandé de réadministrer ces doses, moitié de dose initiale, toutes les demi-vies de l'antibiotique. Et donc ils ont précisé, toutes les 2 heures pour la céfoxytine, céfuroxime et amoxiclave, toutes les 4 heures pour la céfazoline et la clinda et toutes les 8 heures pour la vanco. Hein, donc là, ils ont bien précisé les conditions de réinjection, en tenant compte, en fait, des paramètres, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques de l'antibiotique et de la demi-vie, pour, respecter ces timings. Pas de réinjection sur des antibiotiques de demi-vie très longue, l'Aginta, le métronidazole et la teicoplanin qui ne nécessitent pas de réinjection en péropératoire. Alors, il y a tout parce que c'est des questions qu'on commence à voir sur le positionnement de la teicoplanin. En fait, il y a eu, la teicoplanin, c'est un antibiotique qu'on n'utilise pas beaucoup, en antibioprophylaxie. Par contre, c'est pas mal utilisé chez nos voisins, notamment en Espagne, au Royaume-Uni, et il y a une vraie volonté de laisser une alternative à la vancomycine qui est à nouveau, hein, parfois d'utilisation difficile. Donc la teicoplanin, c'est plus simple, même si on a moins d'expérience. En tout cas, c'est plus simple sur l'administration et c'était pour fermer un petit peu la porte à des alternatives à la vancomycine un peu, fantaisistes qui parfois sont faits, dans les services, sans qu'on ait beaucoup de données en termes d'efficacité, d'impact sur, éventuellement des acquisitions de résistance, hein. Je pense, à la daptomycine. Il y a certaines équipes qui font de la rifampicine, du Bactrim, du linezolide, en alternative à la vanco pour des problématiques, de logistique et d'utilisation. Donc c'est pour ça que la teicoplanin apparaît dans un certain nombre de ces recommandations. Alors pour la, réinjection, il y a des données qui ont été, publiées. Vous voyez, donc il y a notamment cette étude en 2022 qui a repris, c'est une méta-analyse donc de 9 études de cohorte, hein. Ça fait quand même, 9 300 patients avec des réinjections, versus, 3 100 patients sans réadministration malgré l'indication. Et donc, la méta-analyse était en faveur d'une réinjection pour la prévention de l'ISO, en cas donc, de chirurgie qui se prolonge. Donc, vous voyez que le sous-groupe réinjection toutes les 2 demi-vies, l'ISO, elle avait un autre ratio à 0,43 et pour le sous-groupe réinjection, quand on est supérieur à toutes les 2 demi-vies, ben, on monte avec un autre ratio à 0,69. Donc, voilà, c'est avec ce type de données qu'ont été définies les durées de réinjection, sur ces demi-vies. Voilà, donc la réadministration, alors ils ont laissé la place quand même sur, certaines situations particulières qui sont des, très fortes variations de volémie, notamment sur des, phénomènes hémorragiques. Hem, heu, voilà, ça c'est toujours une discussion, ils ont bien positionné en disant que c'était une suggestion des experts plus que de la recommandation, avec un niveau de preuve qui était difficile à analyser, hein, puisque, c'est très divers en fonction, du volume de saignement, mais aussi du support transfusionnel que vous mettez, en regard, et des conditions de volémie, qu'est-ce qui saigne et cetera. Bon, le rationnel est quand même en faveur d'une réinjection un peu plus, précoce dans ces situations-là. Mais vous voyez que c'est pas ça repose pas sur des preuves très solides et donc c'est plutôt des suggestions avec un niveau de preuve, difficile à affirmer.
Alors ça, c'est une recommandation importante, mais qui a pas pu être, complètement, adopté, c'est dommage, hein, complètement adopté dans, les nouvelles recommandations, enfin les recommandations par spécialité. C'est la R1.4, c'est: «Il n'est pas recommandé dans la très grande majorité des cas et hors exception mentionnée dans chaque tableau, de prolonger l'administration de l'antibioprophylaxie au-delà de la fin de la chirurgie pour diminuer l'incidence d'infection du site opératoire». Hem, là où ça n'a pas pu être, modifié, moi je pense par exemple à l'amputation, hein, qui était dans mon rayon. En fait, c'est là où il y avait absolument pas d'études, ou alors des études qui comparent, 7 jours versus 48 heures, d'antibiothérapie, donc ce qui n'est pas de l'antibioprophylaxie. Donc difficile, mais il y a un positionnement quand même fort. En tout cas, vous avez quand même de manière plus générale des méta-analyses, des études randomisées contrôlées. Vous voyez qu'il y a pas de supériorité, d'un traitement, prolongé. Enfin, c'est pas la même, c'est pas le même objectif, hein. Vous traitez l'antibioprophylaxie, c'est l'ISO, c'est pas éventuellement une infection qui est en cours que vous traitez. Enfin, voilà, et c'est beaucoup c'est beaucoup des notions qui se mêlent un petit peu parfois, sauf, hein, exception, on l'a vu dans les tableaux, soit parce qu'il y a des données de la littérature pour dire, qu'il y a un surrisque à, de l'antibioprophylaxie, unique, soit parce que parfois il n'y a absolument rien et qu'on n'a pas, aussi réussi à trouver un consensus pour raccourcir, ces durées d'antibioprophylaxie. Hein, bon, globalement, vous avez quand même, vous voyez, un certain nombre d'études qui, dans les situations où ça a pu être supprimé, qui ne montrent pas de bénéfice à, la, prolongation de la prophylaxie en post-opératoire. Alors l'obèse, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats, et donc c'est la R1.5. Puisque c'est pas ce qu'on faisait jusqu'ici, il n'est probablement pas recommandé. Alors, vous voyez que là, il y a une petite différence, et il n'est probablement pas recommandé, on est en grade 2, d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine utilisée en antibioprophylaxie chez les patients obèses pour diminuer l'incidence, des ISO. En dehors de cas particuliers, c'est les IMC très, très, très élevés, hein, IMC supérieurs à 50 kilogrammes par mètre carré. Hein, donc, on est vraiment sur de l'obésité, morbide. Pourquoi? Parce qu'en fait, notamment pour la céphazoline, hein, qui est, la molécule qui est beaucoup utilisée en antibioprophylaxie, bah, finalement, on n'a pas besoin d'augmenter, les doses de céphalosporine. On a pas mal d'études de PK/PD qui montrent qu'on a des concentrations plasmatiques, suffisantes, totale, libre, tissu opéré, concentration adipeuse, suffisante, et plusieurs études rétrospectives qui sont d'assez bonne qualité pour montrer qu'il y a pas de différence sur la survenue des ISO entre 2 grammes et 3 grammes, enfin entre la dose adaptée finalement, au poids. Et donc, la nouvelle recommandation l'a dit: pas d'augmentation de dose de céphalosporine en dehors de, l'IMC supérieur à 50. Vous voyez, c'est la même chose pour le céfuroxime et la céfoxitine. Alors on a un petit peu moins d'études parce que, c'est surtout la céphazole qui est utilisée, mais on a, quand même, des données, suffisamment robustes, hein, pour montrer qu'il ne faut pas, enfin, que ce n'est pas utile de monter la dose de céphalosporine, qu'il ne va pas y avoir une meilleure efficacité à cette dose plus importante. Vous voyez que si votre patient vraiment, on a une obésité, qui est, supérieure à 50, et ben, il faut, discuter de manière collégiale. On peut augmenter la posologie unitaire, on peut raccourcir le délai de réinjection, ou éventuellement on peut discuter des doses d'entretien en continu pendant la chirurgie. Là, on passe quand même sur de la chirurgie, du très, très obèse. Voilà, c'est plutôt de la discussion collégiale à avoir. C'est normalement des situations qui doivent être discutées, bon, en dehors de l'urgence, hein, mais qui doivent être discutées sur de la consultation d'anesthésie programmée. Alors, pour les molécules, toujours chez le patient, obèse,
On positionne, donc vous allez voir les molécules utilisées en alternative au bêta-lactamine. Donc ils ont suggéré les doses. Donc là, Clinda, on est en 900 pour des IMC entre 30 et 45, 1200 entre 45 et 60, 1600 pour des IMC supérieurs à 60, hein, donc c'est gradé. La gentamicine, c'est 6 à 7 mg kg de poids ajusté. Et la Vanco, on est 20 mg kg de poids total, comme chez le non-obèse. La teichoplanine, je vous disais, a été positionnée cette année pour tout ce que je vous ai expliqué pour la logistique. On a très peu de données chez l'obèse, donc on n'utilisera pas la teichoplanine chez l'obèse. Et vous avez, je vous l'ai remis, puis ça a été un peu diffusé, le calculateur ABX-BMI, qui est le calculateur que vous pouvez utiliser chez l'obèse, hein, qui est le calculateur anti-Biogar de SPILF, qui permet de calculer les posologies pour le curatif et le préventif chez le patient obèse en fonction de votre indication. Voilà. Pour la Vanco, pour éviter de dépasser 1,5 g par heure, hein, puisque plus on va perfuser vite des grosses posologies, plus on est à risque de Redman syndrome, eh ben, il faut essayer de débuter chez l'obèse, de débuter la perfusion avant, donc plutôt 90-60 minutes, voire 120-90 minutes si la posologie est supérieure à 3 grammes avant l'incision. Hein, donc on essaye d'allonger la durée de perfusion dans toutes les conditions logistiques que ça comporte pour essayer d'éviter le Redman syndrome chez ça va faire des grosses doses chez ces patients. Donc voilà pour la réinjection et pour l'augmentation des doses chez les obèses. Et puis arrive un truc qui nous pose quand même pas mal questions et soucis, qui va être la prise en charge du risque de BLSE, de colonisation à EBLSE avant chirurgie colorectale programmée. Donc l'idée, en fait, il y a des gros papiers, notamment un gros papier européen, des recommandations européennes, qui dit que, que finalement quand, on est colonisé à BLSE ou qu'on a des antécédents d'infection à BLSE, eh bien, on va avoir un surrisque d'ISO à BLSE après chirurgie colorectale. Donc, vous voyez, c'est un avis d'expert avec quand même un accord fort qui dit que dans les centres où la prévalence de colonisation digestive à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu est supérieure ou égale à 10%, les experts suggèrent de réaliser un dépistage de la colonisation rectale chez les patients devant être opérés dans le mois précédant la chirurgie afin d'adapter l'antiboprophylaxie, de diminuer l'incidence d'infection du site opératoire. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre secteur, dans le centre, il faudrait connaître la prévalence de la colonisation digestive à EBLSE. Ce qui pose un souci, est-ce que c'est tout le centre? Ce qui veut dire que ça va être un peu compliqué puisque, quand vous êtes sur un centre, alors moi ici on est à 10,8, mais parce qu'on prend la réanimation, enfin c'est les dépistages de réanimation, de soins intensifs gastro, avec une écologie qui est quand même très différente de probablement la clinique, d'à côté, hein. Et donc on va le voir, il y a quelques, difficultés d'interprétation de cette recommandation. Hem, il y a d'autres centres qui, disent: «Ben, nous, on va prendre l'incidence de notre portage EBLSE uniquement sur la chirurgie colorectale», mais encore faut-il ça le voir. Donc encore faut-il savoir parce que c'est pas mis en place ça. C'est-à-dire que, comment connaître son incidence, sur son site? Donc est-ce qu'il faut, prévoir pendant 6 mois, un dépistage systématique pour voir quelle est l'écologie? Est-ce qu'on est en dessous de 10, au-dessus de 10, hein? Mais probablement qu'intellectuellement, c'est ça qu'il va falloir faire, et puis, ou statuer qu'on est en dessous de 10. Si, on est sur imaginons on est sur cette thématique, mon patient est colonisé BLSE ou je suis dans un secteur, dans un centre où j'ai plus de 10 de BLSE, ça veut dire que pour la consultation anesthésie, effectivement, j'ai un dépistage qui doit être fait en ville. La problématique, c'est qu'en ville, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un dépistage par biologie moléculaire, probablement, qu'on n'aura pas d'antibiogramme, probablement, et donc ça va être carbapenem pour tout le monde. Deuxième problématique, c'est celle de,
Et si on trouve autre chose, si on trouve une oxacarenthuite, par exemple, quid? Ça n'est pas traité ça n'est pas traité par la RFE. Donc alors effectivement, ils nous disent que c'est beaucoup de salive et beaucoup de temps. Problème d'organisation, bah oui, oui, problème d'organisation, on n'a pas nos incidences, c'est, du dépistage qui est pas organisé, méconnaissance de l'épidémiologie locale. Mais effectivement, ce qu'il faudrait éviter, c'est, la généralisation de la prophylaxie par carbapénème pour tous. Bon, en sachant que, voilà, nous on est peut-être impactés par le CHU, mais globalement, les BLSE, on a enfin, c'est pas que c'est plus le problème, mais on est quand même un peu, on est plus embêtés par, de l'oxacarenthuite, bon, de la NDM, bref. Donc en tout cas, c'est ces gros papiers-là, hein, c'est ces 2 gros papiers-là qui disent que le risque d'ISO, il est fois 1,6 toutes bactéries confondues, si colonisation à BLSE et que le risque d'ISO à BLSE, il est fois 2,4 à fois 7, sur effectivement des papiers qui sont relativement, robustes, mais avec des écologies qui sont pas faciles à transposer. Même si c'est des pays européens et cetera, mais, ça reste des écologies quand même très, microcentres. Ce qui a fait pencher la balance, c'est que ça a été, recommandé par, les sociétés européennes, donc notamment les CNID, qui se sont positionnés pour un dépistage et un traitement, de ces BLSE, en chirurgie colorectale. Alors, bon, avant qu'on repasse à la critique, vous voyez que ça, c'est le CID de 2020, 3 centres, prospectifs, non randomisés, non aveugles, patients colonisés. Donc ils ont fait céfuroxime, métronidazole, donc sans prendre en compte la colonisation versus, ertapenem. Globalement, il y a une diminution significative du risque d'ISO de 33 mais il faut mettre 13 patients sous ertapenem pour éviter une ISO à BLSE. Donc voilà, et vous voyez que, en fonction de la prévalence locale, ça peut varier de, 45 patients à traiter, voire 138 patients à traiter par carbapénem pour éviter une ISO à EBLSE. Et il y avait aucune différence pour les ISO profondes. Donc c'est vrai que cette recommandation, elle est, assez, discuté, d'applications difficiles, donc il va falloir y avoir une stratégie, une discussion par centre, hein. Ça, c'est à peu près évident, avec les microbios et cetera. Et puis ce qu'on a dit aussi, c'est que c'est bien beau, donc la clinique d'à côté, bon, va faire soyons fous, va faire un dépistage anal avec un antibiogramme, va avoir un antibiogramme et qu'est-ce qui va se passer? Bah, la clinique d'à côté, et ils sont censés discuter, vous voyez? Les experts suggèrent une prise en charge multidisciplinaire incluant l'anesthésiste réanimateur, le chirurgien, un infectiologue, un microbiologiste pour individualiser l'antibioprophylaxie des patients. Leur idée, c'est qu'on peut éventuellement essayer d'épargner l'ertapenem avec de la thémocyline, de la tazocilline, voilà, des molécules pour lesquelles on a en plus pas beaucoup de recul en termes d'impact et cetera. Donc compliqué de se positionner là-dessus et ils sont censés appeler l'infectiologue ou le référent antibiotique. Or vous savez comme moi qu'il y a quand même beaucoup de cliniques, qui n'ont pas de convention, qui n'ont pas de référent antibiotique. Donc là, nous on a dit: «Vous êtes gentils, mais en fait, on va pas gérer tous les appels de la clinique pour gérer l'antibioprophylaxie», et donc ils ont rajouté qu'il faut inciter les structures et le privé à passer des contrats, de partenariat avec une équipe d'infectiologie. En pratique, je pense qu'ils vont pas trop se casser la tête et qu'ils vont plutôt faire de l'ertapenem s'ils décident de ou ne pas faire de dépistage, hein, ce qui sera encore, plus, simple. Donc vous voyez, cette recommandation-là, c'est, un avis d'expert, mais un accord fort. Il va falloir réfléchir, probablement, chacun localement sur, qu'est-ce qu'on prend comme incidence, qu'est-ce qu'on dépiste et quel circuit, si on décide de dépister, qu'est-ce qu'on fait d'un résultat positif? Le champ 2 dont je parlerai pas, bah, c'est les recommandations par discipline chirurgicale et de médecine interventionnelle, hein, donc c'est ce que je vous avais dit et donc il y a 9 parties, pour le champ 2, et donc ils ont essayé de classer
par spécialité. La différence, c'est qu'ils ont pris tous les codes, CCAM des interventions. Alors, ça, c'est une logique très, anesthésique. C'est-à-dire que, parfois, ça complique un peu les choses parce que les anesthésistes, ils connaissent pas tous les codes CCM par cœur, hein. Donc, il faut aller retrouver v le la chirurgie qui correspond, par, le code CCM ou par, ils ont quand même mis des gros intitulés. En fait, ils étaient vraiment, pas traumatisés, mais, de se rendre compte que dans la version précédente, il y a beaucoup d'interventions qui avaient été oubliées, et qui ont dû être rajoutées a posteriori. Ça a été une grosse critique qui a été faite, donc c'est pour ça que là, ils sont passés par les codes CCM. Donc ça, je vous en parlerai pas. Donc ça va se, présenter comme ça. Vous voyez, la nomenclature, c'est les codes CCM, là, tout à gauche. Ensuite, les intitulés d'actes chirurgicaux ou interventionnels, la molécule, la dose initiale, la réinjection, donc en tenant compte de la demi-vie, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à la fin de la chirurgie et la force de recommandation. Donc vous voyez, là, c'est un grade 1. Ça veut dire que ça repose sur de l'analyse de la littérature robuste. Et donc, ils sont censés sortir, spécialité par spécialité, la reco avec l'argumentaire qui sera des tableaux grades, hein, mais qu'on n'a pas encore. Ça va normalement sortir au courant de l'année. Vous voyez, à nouveau, en dessous, exploration endocavitaire, et là, il y a quand même, vous voyez, c'est pas d'antibioprophylaxie avec une petite étoile, en disant que attention, il y a une exception chez le patient qui a une prothèse intracardiaque déjà implantée. Donc voilà, donc il y a des cadres comme ça qui sont un peu des cadres d'exception, qui peuvent se présenter comme ça. Voilà, et puis à chaque fois, une option allergie aux bêta-lactamines, et à ce moment-là, on voit apparaître donc la vanco ou la teicoplanin, hein, je vous ai dit pour, toutes ces questions de on veut proposer une alternative à la vanco, pour des problématiques, logistiques, et vous voyez que là, la force de la recommandation est beaucoup plus faible puisque ce sont des avis d'experts. Alors, au total, la différence, je vous ai dit, c'est refonte, par rapport à, la version précédente avec une réactualisation de la recommandation et essayer de fournir des argumentaires gradés avec une analyse de la littérature cotée positivement, décotée négativement. Vous voyez qu'ils ont essayé de couvrir le plus d'interventions possible en prenant la nomenclature, CCAM pour tous les nouveaux libellés, notamment, les chirurgies interventionnelles. Les gros messages du chapeau introductif et cetera, c'est, l'assouplissement du timing, d'injection, notamment pour les céphalosporines, repréciser, les modalités d'administration de la vancomycine, c'est les modalités de nécessité de la réinjection, l'introduction de la teicoplanin si allergie avec tout ce que je vous en ai dit, les modifications de posologie de céphalosporine, chez l'obèse où donc on arrête de monter la dose, sauf IMC supérieur à 50, et puis c'est la grosse problématique, on va dire, du dépistage et de l'adaptation d'antibioprophylaxie à la colonisation, rectale à EBLSE pour la chirurgie, colorectale programmée. Ce qui a été dit pour les centres, mais c'est plutôt un peu pour, entre guillemets, «l'expertise opposable», c'est qu'il y avait 6 mois à partir du moment où c'était, publié pour que les centres se mettent dans les clous. C'est pas tant pour, il y a enfin, il y a c'est pas qu'il y a pas des grosses modifications, les gens font pas mal. C'est juste que, sur les expertises ultérieures ou les mises en cause des dossiers, ce qui va faire, entre guillemets, «force de loi», c'est la recommandation, c'est le texte de recommandation SFAR avec un délai prévu de 6 mois pour pouvoir endosser ces recommandations. Alors, 2 petits mots plutôt pratiques. Nous, par exemple, sur le CHU, on a donc là, il y a les groupes, qui, ont commencé à travailler, sur l'adaptation, on va dire la transposition de ces recommandations, sur le plan, local. C'est difficile d'aller contre,
hein. C'est-à-dire que, voilà. Donc il faut essayer si on décide de faire un peu différemment, il faut, justifier sur le plan écologie, logistique, rationnel. Il faut que ce soit des choses quand même qui soient tracées avec des protocoles d'établissement. C'est quand même compliqué de pas suivre, la recommandation. Pour la chirurgie digestive, parce que ça va être le débat, je pense. Nous, on a décidé, de pas prendre, enfin, on va décider, je pense, de ne pas prendre l'écologie du CHU, ce qui a pas de sens, mais prendre l'écologie du service. Et donc on n'a pas encore, on s'est pas encore complètement arrêté, mais je pense qu'on va passer par un peu de dépistage systématique. On va échantillonner là sur 6 mois pour avoir une petite idée de notre incidence, de BLSE, en colonisation, sur le plan rectal, pour se mettre dans les clous de dire: «Nous, cette chirurgie-là, l'écologie actuelle, c'est ça, on est en dessous de 10 et donc on fait pas ça». Voilà, mais c'est des choses qu'il faut, discuter, je pense centre à centre, parce que, les choses sont différentes d'un centre à l'autre, les logistiques sont différentes d'un centre à l'autre. Voilà, je pense que c'était tout ce que je pouvais vous dire. Alors, je peux répondre dans la mesure de mes moyens parce que, moi, j'ai pas participé aux discussions, à toutes les discussions, à toutes les décisions, donc il y a des choses, que j'ai suivies, d'autres non. Mais voilà, si vous avez des questions, en tout cas sur, les choses pour lesquelles je peux répondre. Merci beaucoup Fanny. Il y avait une question à laquelle j'ai répondu du coup dans l'intervalle sur l'histoire des femmes justement à laquelle tu viens de répondre, hein, sur, qu'est-ce qu'on prend comme, Ouais, comme taux de prévalence et effectivement, ça me semblait quand même extrêmement logique de ne pas prendre celui d'établissement parce que ça a pas enfin ça n'aurait pas tellement de sens. Par contre, effectivement, celui de chirurgie digestive en général ou de chirurgie n'est pas connu en général. Donc il faudra, d'accord. si vous voulez vous baser dessus de façon, scientifique, il faudra aller le chercher ce taux. Donc évidemment, comme l'a dit Fanny, hein, ça va être très, établissement dépendant. C'est qu'est-ce que vous avez en ressources internes, qu'elles soient, infectiologues, hygiénistes, laboratoire aussi, hein, parce que si on se met à faire du dépistage systématique, il faut avoir le labo derrière qui va assurer, enfin voilà. Donc ça, je pense qu'on peut pas répondre de façon, et honnêtement 10 enfin, comme on connaît pas non plus le taux de portage en ville, puisqu'on cherche pas non plus en ville, donc on sait pas en fait combien de gens sont porteurs de C'est ça, BLSE, du c'est tout. ça. On en a absolument aucune idée aujourd'hui, hein. Dans la population générale, c'est très dépendant de l'âge, c'est très dépendant de l'exposition aux antibiotiques, c'est dépendant de voyages, enfin de plein de choses. Et donc je pense qu'on peut rien affirmer, sans l'avoir cherché ce taux. Enfin, Fanny, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut pas l'inventer, quoi. C'est qui est en dessous de 10 qui est au-dessus? Les quelques études qui ont été faites en population générale sur des taux de BLSE, en fait, dans des toutes petites cohortes, femmes enceintes ou militaires, ça montre quand même qu'il y a pas mal de populations qui sont au-dessus de 10 hein. Donc enfin voilà, Après, ça on a quand même toutes les données issues des SCBU de ville qui sont à moins de 5%, quoi. oui, mais c'est de la Alors, clinique, c'est pas ton taux de portage. en Ça, fait, tu vois? ce qui avait été, parce que le groupe chirurgie digestive était pas d'accord avec au départ avec enfin, et c'est pas qu'il était pas d'accord, il était pas d'accord sur la stratégie. C'est-à-dire que le groupe chirurgie digestive, quand ils ont rédigé le chapitre, eux, ils avaient individualisé des facteurs de risque, qui sont les facteurs de risque classiques, que l'anesthésiste devait chercher pendant sa consultation et qui devait déclencher un dépistage. Et c'est vrai qu'intellectuellement, je crois que moi j'aurais, enfin, c'est un peu ça a été un peu houleux, hein, les discussions, et que moi j'avais plutôt défendu ça, parce que c'est plus une manière, de réfléchir qui me paraissait, enfin facile à mettre en œuvre et qui nous paraît un peu plus, enfin pas raisonnable, mais c'était, voilà, est-ce que, il a pris des antibiotiques? Est-ce que, il a voyagé? Est-ce qu'il est en EHPAD? Enfin, c'était des choses comme ça. Donc après, je comprends le côté, qu'ils aient voulu coller complètement sur, ces papiers et cetera. Mais logistiquement, ça me paraît, pas tout à fait réalisable. Ce qu'ils proposaient, enfin ce qu'ils opposaient aussi, c'est que c'était trop long pour la consultation d'anesthésie. Chercher les critères BLSE, machin.
et qu'en plus, que ça allait imposer à l'anesthésiste de faire cette démarche, pendant la consultation et de prescrire et de récupérer. Alors que là, c'est une démarche qui était, globalement, il vient avec sa consulte d'anesthésie, avec son dépistage. Bon, voilà, Ouais. moi j'étais pas hyper convaincue, je dois bien avouer. Je crois que j'aurais préféré qu'on reste sur des facteurs de risque, mais voilà. De toute façon, ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça. Enfin, Il y a pas mal de risques quand même que soit les dépistages soient pas faits du tout et que tout comme tu disais, tout le monde soit sous Ah oui. carbone, soit qu'il soit fait, mais qu'en ville, on ait des résultats qui soient peut-être pas forcément toujours, alors je sais pas exactement ce qu'ils font en termes de dépistage, BMR, tu vois? Parce que je suis pas sûr qu'ils fassent de la PCR parce que la PCR, c'est quand même hyper cher. Mais est-ce qu'ils font des Si, antibiogrammes ou si. pas? Alors, Ouais, ils font de la PCR? nous on Alors, avait de la microbio, ils font de la c'est biomol, hein. Ouais. c'est compliqué parce que moi, les labos de ville, quand j'envoie des dépistages à faire des dépistages de PC, il y a une tripotée de labos qui me recherchent aussi les BLSE qui font des antibiogrammes. C'est Là, je ça. viens de les, là, je viens de les engueuler en leur disant que c'était pas la peine. Alors, Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que ouais. nous, on n'a toujours pas demandé les antibiogrammes, parce que quand tu fais une recherche, de BMR en général, c'est présence-absence qui t'intéresse. Et c'est vrai que c'est pas l'antibiogramme qui nous intéressait, Et tu vois? Enfin, dans le dépistage en général, parce que pour c'est les pour ça qu'on précautions leur a dit, complémentaires, tu vois? on leur a dit que c'était pas adapté à ce qui se faisait Ouais. déjà, enfin, au circuit existant en ville. Parce qu'actuellement, actuellement, si tu demandes un dépistage, BMR anal, tu es pas censé avoir un antibiogramme. Enfin, Mmh. du coup, c'est surtout que c'était pas adapté sur l'existant, en fait. Et à l'inverse, nous, par exemple, le dépistage, BLSE, on a arrêté de faire les antibiogrammes au CHU. Bah oui, parce qu'en Enfin, fait, en voilà, théorie, enfin, si voilà. tu es juste sur la mise en place des précautions complémentaires, tu as Ça pas ça besoin du tout d'avoir voilà, d'antibiogramme, ça coûte voilà. cher, ça prend Voilà, du ça coûte temps, cher, c'est il enfin. faut repiquer, machin, enfin, c'est quoi bon et donc voilà, j'ai pas la réponse, Mmh. de la stratégie sur ce plan-là. Je sais pas, voilà, moi, j'avais pas aussi l'impression d'être embêtée par des péritonites, AEBLSE voilà, mais ils disent que c'est potentiellement, sur aussi les autres types d'infections. Après, bon, le carba enfin, l'ertapenem, franchement, moi, ça me fait un peu mal aux fesses, j'avoue. Et puis, bon, voilà. On Je verra, suis un petit peu, ouais. bon, En tout cas, ça veut dire quand même que les hygiénistes doivent doivent un peu aller s'intéresser au sujet, j'imagine, parce que du coup, ils vont avoir des dépistages, qui vont sortir avec des gens du coup porteurs qui savaient pas qu'ils étaient porteurs. Parce qu'il y a ça, il y a le côté aussi mise en place des précautions. Nous, de notre point de oui, vue à nous, il y oui, aura du coup plus oui. de porteurs Alors, potentiellement, après, c'est vrai que qui le patient sont dont identifiés, on quoi. sait qu'il est colonisé, celui-là, je pense que il est colonisé, dans l'année. Je pense que celui-là, Mmh. voilà, il faut se mettre dans les clous. Il faut au moins transmettre ça comme message en disant: «Le patient dont on sait qu'il est colonisé». Probablement que l'antibioprophylaxie doit être, c'est peut-être celui-là qu'il faut reprélever pour faire un antibiogramme, pour essayer de voir si est-ce qu'on peut mettre autre chose que de l'Erta. En fait, ça devient quand même, compliqué, et puis, il y a pas vraiment de conduite à tenir claire parce que, faire de la enfin, si, on peut faire de la taso, hein, mais heu, voilà, est-ce qu'il faut faire de la céfoxytine? C'est un peu, c'est voilà, je trouve que c'est un peu, c'est pas tout à Ouais. fait clair, c'est un peu flou. Mmh. Du coup, il y avait des questions de Caroline, je pense, sur des peut-être tu vois le chat du coup, Fanny? Attends, dans Je te laisse conversation, regarder. Ouais, conversation, pardon, ouais. Je te alors, alors moi j'ai pour les fractures ouvertes, ils évoquent antibioprophylaxie qui est être réalisée dans les 3 heures après fracture. Si délai non respecté, alors je peux pas vous répondre, hein, moi franchement je connais pas la RFE par cœur. Je suis désolée, hein, mais je Caroline Laurent, je suis désolée, mais je peux pas te répondre point par point, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas, c'est la fracture ouverte, c'était pas du tout mon topic. Pour les patients avec antécédents de moins de 6 mois de BLSE, on refait dépistage. Voilà. Alors, moi, moins de 6 mois antécédents de BLSE avec antibiogramme, je pense qu'il faut adapter l'antibioprophylaxie et je referai pas forcément l'antibiogramme, sauf s'il a reçu des antibiotiques dans l'intervalle. Mais vous voyez, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, je trouve que c'est pas si simple que ça,
que le côté on va appeler l'infectiologue, ouais, c'est gentil, mais c'est pas si simple que ça. Donc moi, j'avoue que le patient dont on sait qu'il est colonisé, dont on a un antibiogramme, je pense que, voilà, s'il a pas reçu des antibiotiques, je crois que j'adapterais, sur de la chirurgie colorectale, hein, à nouveau, j'adapterais. Et c'est un dépistage anal, hein, par contre, c'est pas le patient alors, après il va y avoir la question de s'il est colonisé en urinaire et cetera. Celui-là, moi, je lui ferai un dépistage anal. Alors, ta et le reste, Bah, voilà, c'était qui sur a la 15 question d'iso de de base ouais. en chirurgie Ah oui, ça, colorectale. Non, c'est la question de Serge. mais Non, oui, mais, mais je sais bien. ouais, Je veux dire, moi, j'avais pas l'impression d'être sur ces chiffres, sur ces chiffres, que c'était une problématique majeure, l'ISO en chirurgie colorectale, mais voilà. C'est pour ça que je trouve que l'écologie, elle est pas tout à fait, j'ai du mal à transposer, en fait, les recos Europe à nous. Est-ce que ça a été fait par des pays particuliers ou ça a été fait ou c'est vraiment européen, tout Alors, pays? il y a une petite partie qui a été faite par des pays particuliers parce qu'on a quelques données de la Turquie, bon, Ah ouais, mais voilà, on n'est voilà, pas voilà, sur la même écologie bactérienne, mais quoi. il y a quand même des données de l'Allemagne, Ouais, l'Autriche, et cetera. Donc, voilà. bon, Mais voilà, est-ce qu'on a une écologie comme en fait, j'en sais rien. bah, ouais, bonne question. Comme la Turquie, sûrement pas, comme l'Allemagne, Non, non, voilà. après, Mais alors pour la question donc considérer, voilà, c'est pas oui, l'établissement ou seulement celle du service de chirurgie, on vous dit centre, mais effectivement ça a pas trop de sens. Ça a pas trop de sens, enfin moi techniquement, et puis en plus, alors nous on est à 10,8 avec, mmh. notre, enfin sur le centre, avec notre recrutement de réa, de machin, de trucs, je vois pas quel établissement va être au-dessus de 10 en fait. Au-dessus de Enfin 10 je en Chirdige, en tout cas, ça paraît peu probable après, Ou alors c'est qu'on est, en communautaire près enfin, je sais pas, qu'on est près d'une usine d'antibio, qu'on met partout. Enfin en fait mais non mais Après, voilà, je pense qu'on a je sais pas. on sait pas bien, ça dépend, enfin, pour l'instant, les chiffres qu'on a, c'est effectivement, comme disait Serge, sur les ECBU. Ça, on a des chiffres qui sont d'ailleurs pas si catastrophiques que ça, mais en BLSE, mais après, c'est que la partie émergée de l'iceberg, donc et, et donc colorectal, ils mettent appendiculaire. Colorectal, bah, alors c'est programmé, hein, donc je suis pas sûre que ah oui, l'appendicite c'est pas soit l'urgence, hein, du coup, non, c'est pas là, ouais, c'est programmé, c'est le programmé, ouais. donc je suis pas sûre que ça rentre dedans. Ouais, écoute, on verra. Je me rends pas compte, en fait, de quelle écologie on a en moyenne. Parce que vous êtes à 10,8 sur tout l'établissement, sur ce que vous avez, mais c'est là où vous faites du dépistage, en systématique, donc réa et Et compagnie? c'est les seuls secteurs où on fait du Oui, bah dépistage. oui, évidemment. Oui, oui, je suis à 5% sur ma Chirdige, et j'ai un assez bon sample parce on chope aussi les BLSE quand on regarde les EPC. Mmh. Et comme on a beaucoup de PC, Oui, alors ça peut être une façon de tomber récupérer son taux parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de services de chirurgie qui sont des fois impactés par des épidémies de PC. Du coup, tu as du dépistage un peu, régulier. Je pense que, tu vas avoir une petite idée, parce que souvent tu fais les 2 en Ouais, même temps. ouais, mais probablement plus que ça majore parce que c'est pas ton dépistage à l'entrée, Non, non, tu non, vois? c'est ton Donc dépistage en cours d'épidémie du coup, donc c'est non, un non, je suis d'accord dépistage avec en cours toi. Non, non, mais d'épidémie, chez les gens hospitalisés qui sont peut-être sous antibio. Enfin, en fait, c'est en plus, pas tout à fait, représentatif. mmh, C'est pour ouais, ça que j'ai ouais. du mal à me dire qui va avoir 10 Bah, de là base. là Ca Caroline dit 8 en réa et en réa, on en a plus que probablement qu'en chirurgie, donc Bah, c'est ouais, pour ça ouais, ouais. que je suis un peu, Un peu enfin, dubitative. un peu dubitative et que moi, Mmh. intellectuellement, je crois que j'aurais plutôt misé sur des facteurs de risque. Ouais, et on a l'autre truc, c'est 10%. Il se passe quoi sur les entérobactéries ou sur tous les BGN? Ils c'est disent, de la autre ISO. Ils disent à toute ISO, toute cause, microbiologique confondue. Là, on va être vraiment très, 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 très en dessous, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que enfin, je comprends pas trop enfin, ça a vraiment été une grosse discussion. On a fait, je pense, 3 heures de discussion, quand, ils nous ont montré la première version en disant: «Mais,
à qui ça va s'adresser, en fait? Mmh. À qui ça va s'adresser? Et à l'inverse, est-ce que du coup les anesthésistes chirs-DIG, ils vont pas être, parce que c'est peut-être c'est peut-être un vrai risque, non, mais le patient effectivement colonisé ou le patient qui a des facteurs de risque, pour le coup, bah, lui, il sera pas forcément dépisté. Oui, alors qu'il a en facteur de risque Ah, individuel, il y en a qui en ont des bah, ouais. voilà et donc enfin voilà, moi je trouvais ça dommage que que le groupe chirurgie digestive qu'ils avaient fait au départ soit passé finalement, à la trappe, hein, sur, on fait du dépistage uniquement sur un taux d'ISO, enfin sur un même pas un taux de dépistage qu'on VLSE. n'a pas, Mmh. BLSE qu'on n'a pas en fait. Ouais, plutôt Voilà, que de mais s'intéresser au risque du patient lui-même, de faire une voilà, infection à donc VLSE parce qu'il a été mis sous fluoroquinolone ou je sais pas quoi, enfin ouais. donc Mmh. nous je pense qu'on va faire un truc, enfin avec on doit se voir avec les chirs-DIG. Je pense qu'on va faire un truc un peu, modifié, en disant: «On va, faire quelques mois, ou je sais pas un mois, un test où justement on va dépister tout le monde en consultation pour voir c'est quoi notre incidence sur nos patients chirurgie colorectale programmée». Enfin voilà, après on a en plus du programmé un peu spécifique ici, donc on va voir ce qui se passe. Et ensuite, si on est en dessous de 10, je pense qu'on va, réfléchir en termes de colonisation, enfin de taguer les anesthésistes en disant: «Voilà, il y a une colonisation», et puis réfléchir, c'est quoi éventuellement les facteurs de risque qui font qu'on va lancer un dépistage. Donc, je sais pas, moi, le patient d'EHPAD, ça me paraît un peu, enfin voilà, par exemple, je pense que lui, il va Mmh. avoir un dépistage. Après, il va se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire, de la BHRE, à mon avis, bon et Ouais. Ouais, parce qu'on se pose déjà la question de faire du dépistage systématique chez les gens arrivant d'EHPAD, parce qu'on sait que c'est un peu bah, oui, des repères de mais voilà, donc ouais. Mmh. mais je pense qu'il y a il y a une réflexion peut-être, centre à centre, en fonction du type de recrutement. Parce que la clinique, qui fait que, je sais pas, qui fait pas de cancéro, qui fait un enfin qui fait, je sais pas, que de la vésicule biliaire programmée. Alors non, on n'est même pas dans le colorectal. Je sais pas, du polype, enfin, j'en sais rien. Heu, heu, est-ce qu'elle, on peut dire, elle est, en dessous de 10 forcément et la question va jamais se poser? Sauf qu'il va y avoir la colonisation, enfin, voilà, je trouve qu'elle est un peu floue cette reco. Mais après moi je suis pas anesthésiste en chirurgie digestive, hein, voilà. Mais je la trouve un petit peu floue et je la trouve difficile en plus à appliquer. Alors sur ce point-là, comme sur d'autres, chez nous, il y a des anestes, qui, dès que c'est sorti, ont commencé à tout appliquer, Mmh? y compris la Tobra, la veille, voilà. Bah, après, enfin, il y a pas de enfin, nous aussi, hein, nous, ils ont plutôt commencé à réfléchir à, qu'est-ce qu'ils allaient, adopter, pas adopter, tu vois? Voilà, ils sont peut-être moins Non, mais dociles, je non, mais sais pas. ça s'est fait sur d'un point de vue individuel, quoi. Il y a pas de politique de Mmh, service. Il y a des gens qui ont décidé de faire des trucs et il y a d'autres qui ont décidé de rien changer pour l'instant. mais Ce qui va pas du tout, hein. voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre tout le monde autour de la table et dire, c enfin et Ouais, mais dire, ça suppose d'avoir une équipe stable, oui, 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 ce qui est ça, pas je suis trop le d'accord. cas chez nous, hein. Oui, 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 bah, voilà et oui, ça suppose d'avoir des relais, ça suppose d'avoir plein de choses, hein, on est d'accord. Mais c'est pour ça que tout le monde doit adapter à la structure, hein. Tout le monde doit adapter à la structure, puis au moins être informé, voilà, informé, bah, je pense que tous les anesthésistes les ont vus passer les recos, mais voilà, Alors Tobra et métronidazole, je vois une question sur le chat. Il y a d'autres questions un peu plus haut en fait, qui ont pas été, qu'on n'a pas regardées. Si Annie, tu veux jeter un œil? alors attends. Bon, fracture ouverte, j'ai dit que je pouvais pas Ouais. je ne sais pas. Bon, pareil, hein, pour les fenêtres pleuro-péricardiques, je ne sais pas. Faut pas me poser des questions sur, je ne sais pas. Je sais pas vraiment ce que c'est en plus une fenêtre pleuro-péricardique. Alors
Alors, dans la précédente reco, indication de la Vanco, on avait parfois réintervention précoce. Oui, ça a été complètement abandonné. Ça, c'était sur des données assez anciennes qui disaient qu'il y avait plus d'incidence de SARM, de Staph coagneg, et Oxaer, et cetera. Ça n'a pas été, réadopté pour un certain nombre de chirurgies. Voilà, après, il y a des choses qui peuvent se discuter à nouveau, hein, sur de l'écologie locale, mais ça n'a pas été, réadopté. Donc Roubec, 8 de dépistage, c'est ce qu'on a dit. Alors Tobram, métronidazole, tu voulais répondre, Serge? Bah, le métronidazole, c'est disponible. Après, il risque d'y avoir du gâchis parce que c'est pas forcément le conditionnement adapté. C'est le conditionnement qui est pas bon, ouais. Et la Tobra, le problème, c'est que c'est hors AMM et donner du préventif en hors AMM, où on est vraiment, si un endroit où on est en primum de nos CRS est là, ça pose un problème de responsabilité individuelle pour le prescripteur. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on a fait remonter, hein, en disant, la Tobra en utilisation massive hors AMM pour de la prophylaxie non encadrée, on était un petit peu réticents. Voilà. Métronidazole était en rupture il y a pas longtemps. Ah oui, mais ça malheureusement, ils n'ont pas fait d'alternative sur toutes les ruptures qui nous guettent, c'est notre quotidien. Il y a quelques papiers, alors il y avait des vieux papiers avec de l'ornithonazole aussi, mais je pense qu'ils n'ont pas retenu, l'alternative. Je sais même pas si c'est encore disponible. Sur les pénuries, il y en a tout le temps. Donc, faut Oui, faire ça avec. va être notre quotidien en fait. Donc, on peut pas, enfin, en plus on peut pas faire de recommandations, si pénurie qu'il y a ça, si pénurie qu'il y a que ça. Enfin, en fait, c'est impossible à formaliser. Donc, voilà. Alors pour la Tobra, on va essayer de temporiser un max et on s'est donné jusqu'à fin mars. Nous, on en discute pareil là courant mars. Courant mars, on n'est pas très motivé non plus. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas très motivé, mais ça demande quand même, d'organisation de circuit, de la formation des prescripteurs, enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Ouais, globalement, ce que vous dites tous les 2, c'est que comme il y a quand même 6 mois pour mettre en place, il y a sur certains sujets où on peut prendre son temps quand même pour y aller, quoi. Ouais, Oui. Pour discuter bien en d'autant qu'il y a déjà eu 3 petites modifs. mmh. Alors d'ici, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, oui, et Et puis, la Sofcote a dit qu'elle n'était pas d'accord et donc, enfin, en fait, c'est éternel, c'est un peu d'éternel débat, hein, quand à chaque fois que ça sort, c'est ce type de recommandation, les gens sont enfin voilà. Et en plus, Serge l'a dit, il y a eu, des V2, V3, je ne sais plus à la combientième on est. mmh. Les textes qu'on a rendus ont pas été complètement, les tableaux qu'on a rendus, c'est pas complètement ceux qui ont été, publiés. Donc, voilà, le délai de 6 mois, je pense qu'il va courir, il va courir un petit peu. Et c'est quand la date de sortie du coup pour savoir quand les 6 mois? Est-ce que c'est pour les gens qui passeraient leur visite de certif? Enfin, tu vois, C'est il y a quand même sorti, il va y avoir quand c'est même des sorti en questions, novembre, c'est sorti en novembre. novembre? Ouais. OK. Et après c'est opposable en cas de j'imagine en cas de contentieux? Enfin, ce sera opposable du coup en cas de contentieux, Ce sera probablement opposable. Ouais. Après, bon, sur l'année, je pense que sur l'année, 2024, il y aura, Une tolérance? une Ap ap tolérance, mais Ouais. Ah, en fait, c'est pas si clair que ça, parce que moi, j'ai fait il y a pas longtemps une expertise où on causait des antiseptiques alcooliques et de la biseptine comptée comme antiseptique alcoolique ou pas. Et la décision s'est faite en fonction de la date de publi des recommandations de la SF2H. alors là, c'est écrit dans le texte qu'il y a 6 mois pour la mise en application. Donc, bon, il y a 6 mois. Après, est-ce que c'est 6 mois à partir de la version plus modifiée? En fait, moi, c'est ça le truc. C'est écrit dans le texte, hein. Ils ont anticipé la problématique, et puis ce qui va aussi, enfin, faire foi, c'est mise à jour des protocoles d'établissement, aussi. Alors c'est certes publication et cetera, hein, mais «l'urgence» entre guillemets, c'est commencer à réfléchir avec les gens de l'établissement, en fait. Hein, mais ils ont mis dans le texte, hein, que c'était 6 mois. Mais voilà, est-ce que ça va être 6 mois, à partir de la V15?
Ouais, je pense qu'il faut ouais, après, il faut pas attendre, enfin, il faut quand même commencer à se mettre autour d'une table pour en parler, comme tu disais, si c'est Ouais. possible. Parce que là, nous, tu vois, on se dit nous qui faisons une visite de risque bloc opératoire, c'est pareil, il faut qu'on sache à quel moment on met, que c'est la version 2023 qu'on veut et puis la version 2017 ou 2018, parce que ça fait partie de notre recensement documentaire, que les Ben, protocoles soient à oui. jour. Oui, et je pense que quand même, faut compter 6 mois à partir de Mmh. novembre, quitte Ouais. à voilà, à Ouais, tout à fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le réfléchis, parce que sinon des versions enfin des am après c'est que des un peu des amendements ou des addendums, mais n'empêche que le truc, il est quand même bien sorti en novembre, donc surtout ça pour le en fait, surtout pour le chapeau. oui, c'est ça. Voilà, Ouais, je après, pense que ouais, exactement. c'est surtout le chapeau et c'est surtout, effectivement l'expertise ce sera enfin plutôt «en faveur» entre guillemets, mais c'est le timing d'incision, enfin le antibioprophylaxie incision. Voilà, parce qu'on pourra plus, dire, «C'était, fait moins de 30 minutes avant l'incision, ta ta ta» et cetera. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, mais je pense que c'est pour le chapeau, et donc l'histoire des BLSE, faut au moins, forcément qu'il y ait un truc organisé en tout cas. Ouais, il faut que ce soit discuté, ça c'est sûr. Discuter, qu'est-ce qu'on Discuter et choisit, comment on fait, qu'il y ait une petite procédure, quelque chose, surtout s'il faut des antibiogrammes et tout ça, même pour le labo, c'est différent, enfin, tu vois, ça change quand même pas mal de choses. et voilà et ça s'inscrit aussi dans une dynamique de, enfin voilà, on entre guillemets, on les cliniques aussi, normalement, doivent de moins en moins solliciter sans convention, les avis infectieux. Donc ça s'inscrit aussi là-dedans. OK. Bah, merci à tous les 2. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que certains veulent, même prendre le micro, hein, parce que Faut nous il dire y a ce qu'ils veulent faire sur leur ce qu'ils vont faire sur leur centre, hein, parce que ouais, bah, je pense que ce sera intéressant peut-être dans quelques mois de faire une espèce de, tu vois, de qu'est-ce pas que vous avez fait? un son non, mais ce serait intéressant, hein, une espèce de sondage, enfin de petites enquêtes quand même à l'échelle de la région, ce serait quand même, pas inintéressant du tout. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on libère, Fanny, Caroline, nous allons suivre les recos. Bah oui, oui. Bah, ouais, oui. pour les interpréter et ensuite et les Oui, oui, suivre, non, mais c'est pas le message, hein, d'aujourd'hui, c'était pas du tout ne pas suivre les recos, hein. De toute façon, ça, c'est un peu ce que je vous disais, on peut pas. C'est ce qui va être, c'est le texte officiel qui va faire, foi et cetera. Par contre, il faut essayer s'organiser sur le plan local pour que, voilà, ça colle le mieux aux pratiques, et pour se mettre effectivement dans les clous. Alors oui, si les chefs vont prescrire la Tobra, faut les accompagner, quoi. Voilà. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont hors AMM, enfin bref, voilà, faut les accompagner. C'est ça, pas le choix. On sent Caroline, on te sent, em emballée, enflammée, motivée, voilà, exactement. ouais, ouais, c'est ça, il faut tous, bah, voilà, moi je suis contente quand même qu'on ait pu, parce que tu aies pu présenter quand même le chapeau, justement, comme tu disais, parce que c'était quand même, moi en particulier sur le sur le dépistage, ça m'avait quand même un peu, et puis sur l'histoire des délais, c'est quand même important parce que du coup, Mmh, c'est plutôt plus facile, enfin il y aura oui, moins, oui, voilà, oui. il y aura plus moins besoin de prouver, par contre, hein, toujours la traçabilité et compagnie, mais au moins on n'a pas cette histoire des 30 minutes et cetera, donc il y avait toujours la question plus ou moins 5, si c'est 25, c'est bien ou c'est pas bien? Enfin, Ouais, ouais, ça enfin voilà, s'allège. Après la voilà, panko, ça s'allège, enfin, il y a quand même ça va des simplifier un peu les choses, donc il y a pas que des choses À, compliquées. à nous, ça nous fait passer de gros boulets à excellent. Donc, Ah bah, tu vois? et Il y a des bonnes franchement, choses qui se vous passent, allez non, des la bonnes visite de certif cette fois-ci, ça va être la folie. vous allez Oui, 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 non, mais c'est quand même vachement plus simple pour les centres et voilà, je dis, alors on voit le côté hospitalier, mais on voit pas forcément la clinique d'à côté qui pose, 45 avis, par jour et qui forcément l'avant-co a débuté 1 heure avant et cetera. C'est pas gérable, hein, donc voilà et qu'au final, les patients n'avaient pas d'antibioprophylaxie, il faut quand même le dire, faut quand même le dire. oui. Mmh, Du coup, il y aura plus d'excuses pour qu'ils aient pas leur antibio-prophylaxie pour le coup. c'est ça.
Il y a encore une question type prophylaxie et césarienne, mais je pense que ça sort de ton Caroline, je ne sais pas. Mais je peux, si tu veux, alors j'ai le nom de tous les experts SPILF qui ont participé par spécialité. Donc par contre, pour la gynéco, c'était, Delphine Poitrenaud qui était, à Lille à un moment. Donc si vous avez vraiment des questions, brûlantes, vraiment sur des questions, voilà, je peux vous mettre en relation avec les, différents, interlocuteurs SPILF parce que c'est ce qu'on a déjà fait, moi je l'ai fait pour le centre par exemple, pour répondre spécifiquement sur des choses. Mais honnêtement, alors moi je peux répondre sur, le vasculaire, mais je ne peux pas répondre sur la césarienne. Je ne sais pas. Je ne l'ai même pas lu. Je vais les découvrir, parce que les gynécos, ils bossent dessus, mais je ne sais pas. Alors après pareil, si vous avez des questions spécifiques, donc nous normalement, on fait une caille, je pense que ça sera celle d'avril, spéciale, antibioprophylaxie. Donc on peut tout à fait, partager avec vous ce qui a été remis à jour et discuter. Donc voilà, si vous avez des interrogations spécifiques sur, des sujets, voilà, je peux vous mettre en relation avec l'expert SPILF qui a participé pour le côté vraiment infectieux et les discussions. Et après, on peut faire aussi des échanges, enfin voilà, s'il y a une équipe qui veut discuter, on peut faire des échanges avec les équipes qui travaillent ici sans problème. C'est pour Caroline spécial ça. Bon, bah, parfait, si ça a répondu, mais j'ai fait que vous présenter, le chapeau, mais au moins le rationnel un peu des trucs. Ouais, merci en tout cas Fanny. Et donc on vous mettra à disposition le diaporama si tu es d'accord, si tu veux me l'envoyer et je le mettrai en PDF et puis on le mettra sur le site. Je vais demander à Rémi parce que c'est quand Ouais, même ses demande à Rémi diapos. du coup comme c'est à lui, C'est effectivement, quand même ses effectivement. diapos, je pense que ça C'est quand posera même pas ses de soucis, diapos. mais j'en ai modifié 3, c'est tout, Bah, écoute, si on peut, voilà, si on a l'accord, on le mettra en PDF sur le site et puis on mettra aussi le replay. Voilà, sachant qu'on le laissera peut-être pas éternellement, le replay, parce que peut-être si jamais il y a des recos qui changent encore, enfin voilà, le chapeau, je pense qu'il changera pas, je vais pas trop Non, je m'avancer, pense pas. mais voilà, on va le laisser pour le moment. Donc, il sera mis en ligne dans la semaine sur notre site internet, le site internet du CEPIAS. Et puis, Bah, alors je réponds parce que tout le monde me met: «Oui, bon décision régionale carrément partante, machin». Bon, à un moment, on s'occupera, on va y arriver, du CERATB, à Lille et du coup, potentiellement, moi, je vais m'occuper du côté, animation, partage, de documents, tout ça. Je pense qu'on va commencer à travailler cette année sur, partager nos documents, caille, tout ça, voilà donc peut-être que ce sera, par ce réseau-là, qu'on va, voilà, communiquer sur les types de protocoles, les choses comme ça. Voilà, ça, c'est pour la pub, CRATB. tu as bien raison. Non, mais oui, bien sûr, enfin, ce sera pour moi, le CRATB jouera pleinement son rôle, effectivement, en te proposant, voilà, éventuellement comme il y a déjà d'ailleurs quand même quelques trucs en EHPAD, il y a quand même Ouais, quelques flyers qui existent et je pense que c'est quand même, faut enfin, si on peut faire quelques documents régionaux, ce sera super. de discussion, enfin au moins de partage En tout de cas, d'en discussion. discuter et puis après ça peut être des groupes de Mmh. discussion, des groupes de travail, des visioconférences, enfin voilà, ce sera Voilà, voilà. super. Merci.